Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre nouvelle conférence qui va vous parler de l'innovation en santé, une réponse au bien vieillir, conférence qui va être présentée par le docteur Catherine Takeda, praticienne hospitalière, gériatre et médecin ICOP au CHU de Toulouse, IHU-SH. Pour démarrer la conférence, pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre régulièrement, nous allons commencer par vous présenter l'association Midi-Pyrénées Prévention. Alors, cette association, qui est-elle? Nous sommes une association que l'on appelle Interrégime. C'est une association qui est portée par les caisses de retraite, la caisse de retraite du régime général, la CARSAT, les caisses de retraite du régime agricole, les MSA Midi-Pyrénées Nord et Midi-Pyrénées Sud, et les caisses de retraite complémentaires, l'Agirc-Arco. Vous pouvez retrouver toute l'offre de prévention portée par M2P en flashant le QR code que vous voyez sur votre écran, sur la partie gauche, ou en vous rendant sur le site de la CARSAT Midi-Pyrénées dans la rubrique « Préservez votre bien-être avec M2P ». M2P vous propose tout au long de l'année des ateliers en présentiel ou en ligne, des conférences en présentiel ou en ligne et tout un tas d'autres activités, notamment des pièces de théâtre pour aborder la question de la prévention santé en lien avec l'avancée en âge. Je vous présente ici un panel, un aperçu du panel de nos actions de prévention. Retrouver parmi les ateliers que nous proposons en présentiel, des ateliers autour de la mémoire, avec l'atelier mémoire, et son petit nom c'est PEPS-RECA, mais vous avez aussi des ateliers autour du bien-être, avec des ateliers Qigong, des ateliers bien-être, des ateliers réflexologie, des ateliers Oser bouger autrement, des ateliers, je ne sais plus si je l'ai dit, sophrologie, qui permettent de travailler toute la question du bien-être. On a aussi une offre conséquente autour de l'activité physique avec l'atelier équilibre, l'atelier J'équilibre ma forme et notre nouvel atelier depuis 2024 qui rencontre un succès fou qui s'appelle l'atelier Coody Move qui va vous permettre de travailler à la fois la cognition et la mobilité en même temps, en fait, comme on dit, travailler la tête et les jambes en même temps. On a aussi des ateliers relatifs à la nutrition et des ateliers plus généralistes qui vont aborder toutes les questions sur les thématiques de prévention qui s'appelle l'atelier vitalité. Et la nouveauté que nous portons depuis l'année 2025, c'est autour de la question du sommeil, l'escape game sommeil, qui est souvent associé à l'atelier sommeil. Donc l'escape game sommeil, c'est une action en une séance qui va vous permettre, au travers d'un jeu d'équipe, de résoudre des énigmes et d'apprendre ou de réviser plein de notions autour du sommeil et comment mieux dormir avec l'avancée en âge. Je ne vais pas présenter la partie que vous voyez à droite de votre écran sur ICOP parce que c'est le sujet de notre conférence, mais évidemment, au travers de l'association M2P, nous faisons la promotion et nous accompagnons les seniors de nos actions pour pouvoir intégrer le dispositif ICOP. Le docteur Takeda va nous en parler tout au long de cette matinée. Comment fonctionne notre outil ? Alors, l'outil que nous utilisons pour la conférence va vous permettre de poser des questions auxquelles nous pourrons répondre en fin de conférence.
Pour ce faire, vous avez donc en haut, à droite de votre écran, un petit pavé qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Et en allant dans cette zone-là, vous allez pouvoir poser vos questions. Aussi bien des questions en lien avec la conférence, mais aussi si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à venir vers nous, nous pourrons y répondre. Alors, comment nous allons démarrer cette conférence ensemble? Avant de laisser la parole au docteur Takeda, je vais vous proposer un quiz de manière à ce que vous puissiez répondre à des questions et cela nous permettra de voir ensemble où vous en êtes dans vos connaissances et introduire la conférence du docteur Takeda. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez votre smartphone et vous flasher le QR code que vous avez à l'écran. Vous pouvez aussi recopier le lien Forms qui est écrit en dessous, en bas de l'écran. C'est un peu plus compliqué. Nous vous invitons vraiment à utiliser votre smartphone, ce qui vous permet aussi de garder avec votre ordinateur la conférence active et vous pourrez à la fois répondre aux questions sur votre smartphone et suivre la conférence. Voilà, donc premier quiz. Je vous laisse le temps de télécharger votre quiz et nous allons pouvoir passer des questions les unes après les autres. Ce quiz est totalement anonyme, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. L'idée, c'est de jouer ensemble, de tester vos connaissances et de voir aussi l'évolution de vos réponses entre l'amont de la conférence et puis la fin de la conférence. Ne soyez pas inquiets, vous retrouverez le QR code sur l'ensemble des slides qui vont suivre, puisque le QR code va rester sur chaque image. Alors, première question que vous allez pouvoir lire sur votre smartphone. Qu'est-ce que le vieillissement? Est-ce que c'est une somme de maladies, une fatalité, un processus naturel qui fait partie de la vie, un phénomène qu'on peut totalement empêcher? Voilà, donc on vous laisse le temps de répondre à cette première question. Dans le même quiz, vous allez avoir l'ensemble des questions et vous pouvez répondre à votre rythme à l'ensemble des questions. Deuxième question. Selon vous, combien d'années de vie passe en moyenne une personne après 60 ans? Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 25 ans ou 40 ans? Donc on est sur une idée d'une moyenne. On vous laisse le temps de répondre. Troisième question. Quels sont les aliments les plus bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé? Est-ce que ce sont les plats industriels, les plats tout prêts qui sont faciles à préparer et qui sont déjà tout fabriqués? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Les fruits, les légumes et les poissons gras. La viande rouge tous les jours. Ou les produits très sucrés. Voilà, je vous laisse le temps de répondre. On continue. Donc, quatrième question. Parmi ces activités, laquelle est recommandée chaque jour pour bien vieillir? Dormir plus de 10 heures, faire du sport intensif, marcher au moins 30 minutes ou ne pas bouger pour éviter les chutes. Je vous laisse répondre. Cinquième question. Quelles sont les fonctions essentielles évaluées dans le programme ICOP? Alors, le programme ICOP permet d'évaluer la mobilité, la mémoire, la résistance à l'envie de râler, la nutrition, la vision, l'audition, le bien-être psychologique, l'humour. Vous pouvez répondre plusieurs questions, plusieurs réponses possibles. Voilà. Il n'y a pas qu'une de vraie. Allez, petit indice. Dernière question.
à quoi sert l'application ICOP Monitor. Alors, même si vous ne connaissez pas l'application, ce n'est pas grave, essayez de réfléchir à quoi cela pourrait servir. Mesurer votre indice de masse corporelle, évaluer et suivre vos fonctions, surveiller la prise de vos médicaments ou suivre votre activité physique. Voilà, vous avez donc les 6 questions qui sont regroupées dans le même quiz, donc toujours le QR code que vous pouvez flasher pour répondre au questionnaire. Je vois que vous êtes déjà plus de 110 personnes à avoir répondu, donc ça veut dire que ça fonctionne bien, que vous êtes intéressés par le sujet. On vous laisse encore quelques moments, quelques instants pour répondre, pour que tout le monde ait pu répondre au questionnaire, en tout cas la majorité d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas terminé de répondre au questionnaire, vous pouvez prendre le temps. Madame Takeda va commencer sa conférence, mais rien ne vous empêche de continuer à répondre au questionnaire, même si on démarre la conférence. Voilà, petite information, on ne va pas vous donner les réponses tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous referons ce quiz ensemble après la conférence du docteur Takeda et on vous apportera les bonnes réponses à ce moment-là. Et ce qui sera intéressant aussi de voir ensemble avec vous, c'est l'évolution de vos réponses entre maintenant et tout à l'heure. Donc, je laisse la parole au docteur Catherine Takeda qui va nous parler de l'innovation en santé, une réponse au bien vieillir. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier M2P pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir vous présenter ce programme MyCop qui m'est cher puisque depuis 2020, j'axe ma pratique complètement autour de ce programme. Avant de démarrer vraiment la présentation proprement dit sur le programme MyCop, je vous propose de vous présenter les éléments, pardon, autour de l'IHU Health Aid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit d'un institut hospitalo-universitaire qui a été ouvert en 2023, qui a été nommé par le gouvernement. C'est le premier institut dédié à la géroscience et à la prévention, dont l'objectif c'est de vieillir en bonne santé, qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé par le maintien de ses fonctions qu'on appelle capacité intrinsèque. On reviendra dessus tout à l'heure. Cet institut hospitalo-universitaire, je travaille dans cet institut et il a vocation assez large de travailler autour de la géroscience et de la prévention. Alors, il y a 7 piliers, dont les 3 premiers, l'objectif, c'est d'observer et de mieux comprendre le vieillissement. Donc, le premier pilier, c'est en fait la mise en place, le déploiement de ce programme ICOP en soins réels, en Occitanie d'abord, donc dès 2020, et par la suite, à partir de 2022, dans un déploiement national avec une généralisation depuis cet été. Donc, ça cible en Occitanie les personnes de 50 ans et plus, et dans le restant de la France, c'est à partir de 60 ans. Pour le pilier 2, en fait, c'est une cohorte humaine qu'on appelle Inspire, qui suit des personnes saines âgées de 20 ans à plus de 100 ans, justement sur leurs différentes fonctions et notamment le programme ICOP. Dans Inspire, il y a également 2 cohortes animales qui vont bénéficier des mêmes tests que ces humains, une cohorte de souris et une cohorte de poissons, dont l'objectif, c'est vraiment de croiser les données entre les données biologiques et les marqueurs du vieillissement, que ce soit chez l'humain, mais également donc chez la souris et le poisson. Donc ça, c'est une cohorte qui est actuellement en cours, qui a démarré en 2019 avec l'objectif d'un suivi pendant 10 ans. Le troisième pilier, c'est plutôt un pilier scientifique de recherche pour essayer de vraiment de comprendre et de rechercher des biomarqueurs en lien avec cette fonction ICOP. Les 3 piliers suivants sont vraiment plutôt dans l'intervention du bien vieillir, avec notamment le pilier 4, qui a l'objectif de construire un essai qui est en cours, qui a démarré l'année dernière, l'objectif, c'est de pouvoir démontrer l'efficacité du programme ICOP par son efficacité clinique, mais également son coût et son intervention.
Donc là, la slide n'est pas tout à fait à jour parce qu'on avait commencé à inclure les gens vers 70 ans et ça a été rabaissé l'année dernière. Donc, on suit dès 65 ans avec l'objectif d'un suivi sur 6 ans aujourd'hui. Le 6e pilier, c'est l'objectif de pouvoir construire des futurs essais cliniques de gérosciences. Hein. Bon, une fois qu'on aura identifié des nouveaux biomarqueurs du vieillissement, de pouvoir proposer une thérapie pour ces biomarqueurs et de pouvoir démontrer l'impact fort d'ICOP sur ces marqueurs biologiques du vieillissement. Le pilier 7, c'est l'ouverture d'une clinique universitaire de la longévité pour justement mettre en pratique les découvertes de l'IHU et de proposer ça au grand public. Et le dernier pilier, c'est l'idée de faire progresser ensemble la géroscience, donc de partager les données avec les grandes équipes internationales, avec l'objectif de proposer une science ouverte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une opportunité en France de pouvoir centraliser en fait toutes ces connaissances autour de la géroscience et de la prévention et de pouvoir le porter au niveau mondial. Après cette propos introductif sur l'IHU, je vous propose des petits contextes sur le vieillissement et notamment le vieillissement dans le monde. Donc ça, c'est les chiffres de l'OMS. Entre 2015 et 2050, la proportion des personnes de 60 ans et plus a quasiment doublé. Hein, on aura quasiment doublé, passant de 12 à 22%. Sur cette même période, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus va tripler pour atteindre plus de 420 millions de seniors. Et un chiffre clé pour la France, en 2030, on aura un Français sur 3 qui sera âgé de plus de 60 ans. Si on regarde le vieillissement plus spécifique par rapport à la France, je vous propose de regarder la pyramide des âges avec le vieillissement démographique. Et si vous regardez la courbe bleue, on a une belle pyramide en 1970 avec une grande base. Et plus on monte dans les âges, plus on arrive sur une pointe. Et on voit avec l'évolution, notamment sur la courbe grise de 2021, un rétrécissement de la base et un affaissement de la pointe avec des projections pour les années 2070 finalement d'une disparition de cette pyramide avec plutôt une image de tonneau avec une base qui continue à se rétrécir et une pointe qui s'affaisse, qui s'aplatit quasiment. Et ça s'explique notamment par l'après-guerre, hein, les baby-booms de l'après-guerre, qui est maintenant le vieillissement et l'apparition des papy-boomers, l'allongement de l'espérance de vie, puisque là, aujourd'hui, en France, une femme va vivre jusqu'à 86 ans en moyenne, un homme 80 ans. Et par contre, une baisse de la natalité qui s'explique par, du coup, ce rétrécissement de cette base pour l'échelle démographique. Le chiffre clé à retenir sur cette présentation et qui va expliquer en fait tout le déroulé du programme ICOP, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en France en bonne santé, elle est de 64 ans. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a un écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Avant de parler de l'espérance de vie en bonne santé, je vous propose d'explorer le vieillissement de l'homme et notamment le vieillissement biologique. On sait que ce vieillissement, c'est un phénomène normal, universel, et qui a une durée de vie variable selon l'espèce. Alors, la femme qui a vécu le plus longtemps, c'est Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans. Mais si on regarde dans les autres espèces, dans le règne animal, on a des espèces qui vont beaucoup plus loin, notamment en Islande, vous avez la prairie d'Islande qui est âgée jusqu'à 500 ans. La baleine boréale 268 ans, la tortue de Galapagos 200 ans. Et après, dans le règne animal, on a aussi des durées de vie bien plus courtes, avec notamment la drosophile autour de 37 jours. L'homme qui a vécu le plus longtemps était John Tinniswood, qui est mort à l'âge de 112 ans. Ce vieillissement biologique, c'est un vieillissement biologique qui est irréversible, qui s'explique par l'accumulation de dommages moléculaires et cellulaires dans le temps, mais également par des impacts avec des facteurs génétiques et environnementaux. Et ça fait finalement partie du cycle de la vie. Il est longtemps inapparent, et après, il apparaît progressivement. Si vous regardez la courbe de droite, en fait, on a une phase de croissance de la naissance vers l'âge de 20 à 30 ans,
puis une phase de maturité entre 25 et 65 ans. Et ce capital de vie, après, descend spontanément, naturellement. C'est le vieillissement naturel de la vie. Le vieillissement, si on maintenant on s'intéresse aux structures centrales, naturellement, avec le temps, au niveau des structures cérébrales, il va y avoir des effets de démyélinisation, de dégénérescence neuronale, avec, à l'imagerie, on va avoir une atrophie, une réduction du cortex cérébral et une réduction des synapses, qui peut s'expliquer par, du coup, une réduction des performances cognitives, un ralentissement. Si on s'intéresse maintenant au système d'information, notamment de la peau, avec le système nerveux externe ou au niveau des articulations, des tendons, au niveau interne, on se rend compte qu'avec le vieillissement, le système proprioceptif va diminuer l'information. Il y aura un ralentissement des informations. En ce qui concerne le vieillissement moteur, le vieillissement musculaire, on sait qu'entre 45 et 75 ans, naturellement, il va y avoir une perte de la masse musculaire d'environ 25%. Ça s'appelle la sarcopénie. Et vous voyez vraiment à l'image, donc vers 25 ans, on a vraiment une structure musculaire forte et vous voyez cette fonte progressive avec l'âge. Si on regarde maintenant d'abord des coupes de scanner à droite par rapport à la cuisse d'une personne, vous voyez effectivement un jeune homme de 24 ans avec une forte musculature et finalement une personne de 66 ans où vous voyez une fonte musculaire et plutôt l'apparition d'adipocytes de la graisse qui s'explique du coup par ces phénomènes de vieillissement. De la même manière, vous avez les coupes de gauche, avec en haut un os qui est dense et en dessous un os qui est plutôt qui ressemble à une éponge qui s'élargit. Et ça, c'est plutôt les phénomènes de vieillissement osseux avec l'apparition d'ostéopénie puis d'ostéoporose et donc de fragilité osseuse. Il y a également maintenant, si on regarde sur le système auditif, naturellement, avec le vieillissement, vous avez des images microscopiques, là, des cellules internes à droite, mais ces cellules ciliées vont réduire, vont diminuer et vont expliquer une perte auditive naturelle liée à l'âge qui s'appelle la presbyacousie. De la même manière, sur le système visuel, avec le vieillissement, on a une perte des cônes et des bâtonnets, une réduction du diamètre pupillaire qui peut expliquer une myosis, un rétrécissement de cette pupille avec l'âge, un ralentissement du réflexe pupillaire et parfois une opacification du cristallin, une apparition, ça s'explique avec la cataracte. Et donc, ça va réduire le champ visuel, réduire l'acuité visuelle. Ça peut diminuer la discrimination pour les couleurs et du coup l'information sur la perception du mouvement et de l'environnement. Vous avez donc un vieillissement biologique avec des pertes de réserve physiologique et fonctionnelle. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi parvenir à un âge très avancé en conservant des bonnes performances physiques. Et vous avez notamment là à l'image Robert Marchand, qui est un cycliste centenaire qui continue à faire du vélo en bonne santé. Et si on regarde maintenant l'image de Colette Maz, qui à 103 ans faisait du piano parfaitement. Et donc, on peut retenir qu'on peut parvenir à un âge très avancé en conservant toutes ses facultés intellectuelles et artistiques. Ce qu'on peut retenir, c'est que donc un vieillissement normal, il va y avoir des modifications naturelles et physiologiques des fonctions, avec donc des modifications qu'on peut dire normales et attendues, notamment pour la mobilité. Vous allez avoir naturellement, de par cette fonte musculaire, une diminution de la force musculaire et de la puissance musculaire, qui peut du coup augmenter le temps de réaction et amener des difficultés dans l'équilibre et de la coordination. Au niveau des organes des sens, avec le vieillissement, naturellement, vous allez avoir une altération de la vue, ce qu'on appelle la presbytie, ou de l'ouïe, la presbyacousie. Vous allez avoir au niveau des fonctions cognitives une diminution des capacités de concentration d'apprentissage,
qui peut avoir du coup une implication sur la difficulté de travailler en double tâche, donc difficulté de faire la cuisine, de parler en même temps. Vous pouvez aussi rencontrer des difficultés à se rappeler parfois des noms de connaissances, des oublis occasionnels ou parfois de chercher occasionnellement un manque du mot à trouver ces mots. C'est sur la fonction cognitive, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur le quotidien. Au niveau de la même manière, il y a également un impact sur le vieillissement naturel sur le système immunitaire et notamment le vieillissement naturel. On a une réponse immunitaire qui est plus lente, de moins bonne qualité et c'est pour ça que à passer 65 ans, on insiste et on recommande 5 vaccins pour les personnes de 65 ans et plus. Donc au niveau saisonnier, la grippe et le Covid. Au niveau de la prévention contre le tétanos, il y a le rappel du DTP qui est recommandé tous les 10 ans. Et tout récemment, depuis l'année dernière, se sont rajoutés le vaccin contre le pneumocoque, donc les bactéries pour les infections pulmonaires, et le Zona qui sont recommandés. Donc, si vous voulez être bien vacciné et bénéficier de la prévention par rapport à cette baisse de système immunitaire, il vous faut 5 vaccins passés 65 ans. Au niveau du sommeil, donc on a également une diminution du sommeil profond et une augmentation des éveils nocturnes avec du coup parfois la sensation de moins bien dormir. Et dernièrement, donc pour la nutrition, naturellement, vous allez avoir une baisse d'appétit qui peut être expliquée aussi par une diminution de la sensibilité au goût et aussi une diminution de la sensation de soif. Donc tout ça, c'est des événements qui arrivent naturellement avec le vieillissement. Mais on peut retenir, et je pense que vous le savez autour de vous, à l'âge égal, on a des seniors qui sont très différents, des gens qui sont encore en très bonne santé et d'autres qui sont plus fragiles, voire dépendants. Si on regarde maintenant les super centenaires, donc les doyens de l'humanité, en 2026, c'est une Britannique, Ethel Caterman, qui est aujourd'hui âgée de 116 ans, qui est la personne la plus âgée dans le monde aujourd'hui. Et vous regardez dans le classement des 10 premières personnes, eh ben, c'est que des femmes qui font partie des super centenaires. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller consulter le site World Super Center Ranking List qui met à jour en fait les super centenaires dans le monde. Donc, suite à ce propos introductif sur le vieillissement naturel, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet de cette présentation, qui est notamment le vieillissement en bonne santé. Et je ne sais pas si vous savez, mais les Nations Unies ont décrété la décennie 2021-2030, décennie du vieillissement en bonne santé. Et je vais reciter Linda Fried, qui a dit une phrase qui est importante et qui illustre bien l'importance de ce programme, c'est que donc en moyenne, à partir de 60 ans maintenant, on va vivre 30% de notre vie après 60 ans. Donc c'est quelque chose, un phénomène unique pour lequel nos sociétés jusqu'à présent n'ont pas été confrontées. Et il faut voir ça comme une opportunité, mais il faut la saisir et pouvoir mettre en place des choses pour répondre à ce vieillissement démographique. Et c'est ce que l'Organisation mondiale de santé a prévu. Dès 2015, il a introduit la notion de vieillissement en bonne santé, qu'il définit par le maintien de l'aptitude fonctionnelle qui permet aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être, c'est-à-dire continuer à être ce que l'on est, à faire ce qui est important pour chacun pour soi, c'est-à-dire conserver ses fonctions, la mobilité, la mémoire, la vitalité, la fonction psychosociale et le sensoriel. Et surtout vivre dans un environnement qui est adapté. Le vieillissement en bonne santé, c'est un défi individuel qui va être impacté par vos propres comportements individuels. Et notamment, dans le propos introductif, je vous ai dit que naturellement, avec l'âge, on a un vieillissement musculaire avec une fonte naturelle. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut ralentir cette fonte musculaire, voire être réversible en proposant des exercices physiques et notamment en entretenant cette masse musculaire.
On peut entretenir cette activité physique tout simplement en bougeant, en marchant 30 minutes par jour. Donc, le message clé pour cette lutte contre la perte musculaire, c'est de bouger chaque jour pour rester en forme. Par de la marche, mais également, l'idéal, c'est de pouvoir varier cette activité physique en proposant aussi des activités d'endurance, 5 jours sur 7, et de compléter 2 à 3 fois par semaine par des activités de renforcement musculaire, de souplesse et d'équilibre. Bien entendu, ces recommandations sont adaptées selon vos possibilités. Vous pouvez le faire en groupe, en atelier ou individuellement selon vos souhaits. Donc, on retient que bouger chaque jour pour rester en forme, c'est de faire de l'activité physique. Mais l'activité physique, c'est bien plus large que simplement aller en salle de gym ou faire de la marche. C'est aussi faire du jardinage, faire du bricolage, jouer à la pétanque, aller faire de la danse. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont très variées et c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous fait plaisir, quelle activité physique vous est la plus appropriée. L'idée clé, en tout cas le message clé à retenir, c'est qu'il faut environ 30 minutes tous les jours, au minimum. Pour ces comportements individuels, il faut aussi avoir une bonne alimentation pour rester en bonne santé. Et là, je vous propose vraiment 4 messages clés, hein. C'est très synthétique, mais ça permet d'avoir une idée, en tout cas, de savoir si on a une bonne alimentation. Il faut privilégier 3 repas par jour. Et si ça ne suffit pas, prendre une collation le matin et ou l'après-midi. Il faut boire régulièrement, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en vieillissant, on perd cette sensation de soif. Et lorsque vous avez soif, en fait, vous êtes déjà déshydraté. Donc, il faut un objectif de s'hydrater 1,5 litre par jour, tous les jours. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à avoir un réflexe de, par exemple, prendre 2 verres le matin, une collation pendant la collation de la matinée de boire quelque chose, 2 verres au moment du midi, 1 à 2 verres au goûter et 1 à 2 verres le soir. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos apports hydriques sur la journée. Il faut également penser à se peser régulièrement. Alors, quand tout va bien, juste une fois par mois, on s'assure qu'on ne perde pas de poids. Et après, en termes d'alimentation, au niveau des repères, il faut au moins 5 fruits et légumes tous les jours à chaque repas. Privilégier le frais quand c'est possible, ou sinon les surgelés ou les conserves. Éviter tout ce qui est industriel. Il faut manger à chaque repas des aliments céréaliers, pain, pommes de terre, légumes secs. Privilégier au minimum 2 fois par jour et idéalement 3 à 4 fois par jour des produits laitiers, yaourt, fromage. 2 fois par jour des viandes, poissons, œufs, selon vos envies. Rajouter de la matière grasse et idéalement plutôt des huiles sans en abuser. Garder les produits sucrés pour le plaisir, mais sans en abuser. Et donc, le dernier point, c'est du coup de toujours bouger chaque jour le plus possible en complément. Je vous propose aussi cet article du Lancet qui a été publié en 2024, qui a identifié 14 facteurs de risque individuels pour la démence. Et ces facteurs de risque, c'est des facteurs de risque qui sont réversibles. Donc, l'importance d'avoir au niveau individuel cette conscience de si vous avez une hypertension artérielle ou un diabète, il faut qu'elle soit prise en charge par vos médecins. Et si ce n'est pas le cas, il faut quand même que ce soit dépisté pour s'assurer que vous n'en avez pas, pour pouvoir le traiter et éviter ou réduire le risque de démence. Le surpoids, également un risque de démence. La consommation de tabac ou d'alcool excessive est à l'origine d'un risque de démence, donc sa réduction et son sevrage sont importantes. La prise en charge de dépression ou d'un déficit auditif va permettre de réduire le risque de démence. De la même manière, donc, la sédentarité, l'inactivité physique.
l'isolement social, le faible niveau d'éducation, et s'il y a eu un antécédent de traumatisme crânien, vous êtes plus à risque de développer des démences, et également la pollution atmosphérique, la perte de la vision ou le cholestérol élevé sont des éléments qui nécessitent une prise en charge et qui permettent de réduire cette démence. On sait que la maladie d'Alzheimer, par exemple, elle est d'origine multifactorielle et notamment d'agir sur ces 14 facteurs de risque va permettre de réduire le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Au niveau individuel, par rapport aux pistes nutritionnelles, pour le cerveau plus spécifiquement, on sait que donc, la consommation de fruits et légumes est bon pour le cerveau. Ça va apporter des antioxydants, des vitamines du groupe B par les micronutriments et également donc, les macronutriments que vous allez retrouver dans les oméga 3. Vous allez les retrouver par les bénéfices de la consommation de poissons gras et de certaines huiles végétales type huile d'olive. Et également, le dernier point, cette vitamine D qui est importante pour les cerveaux est également importante pour vos os. Le défi individuel aussi, c'est de pouvoir, justement, je vous ai dit, naturellement, avec l'âge, vous avez le phénomène de presbyacousie qui arrive. C'est quelque chose qui est irréversible, la pathologie de la presbyacousie arrive. Par contre, on sait que en appareillant précocement, on va être réversible on va améliorer l'audition et on va pouvoir limiter en tout cas le risque de démence et permettre de maintenir un état de bonne santé. Vous avez notamment une application Eura qui vous permet de faire des autodépistages. C'est l'application qui a été développée avec la Fondation pour l'audition et qui permet, à travers un petit test d'une dizaine de minutes, maintenant je crois que c'est 3-4 minutes, qui va vous permettre en fait de savoir vert, vous avez une audition normale, orange, il faut tester, rouge, il faut absolument consulter. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils numériques, je vous invite à aller soit vers votre ORL ou vous pouvez bénéficier dans les centres d'audioprothésistes des dépistages gratuits pour tester votre audition. Au niveau de la vision, maintenant, au niveau du sensoriel, là, je vous propose quelques images de pathologies oculaires qui arrivent avec le vieillissement. Donc, si vous avez un flou visuel, vous risquez d'avoir une cataracte et vous verrez l'ensemble de votre champ visuel sera flou. Si vous avez une démence maculaire liée à l'âge, vous risquez d'avoir une tache centrale au niveau de votre champ visuel. Lorsqu'on a le diabète, on a un risque de développer une rétinopathie, donc d'avoir en fait les petites artères de l'œil qui seront atteintes et qui vont donc impacter votre champ visuel. Et le dernier, le glaucome, c'est donc l'inverse de la DMLA, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une vision centrale qui est conservée, mais tout le reste dans la pénombre, donc la périphérie est dans la pénombre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de cette pathologie peuvent être prises en charge et doivent être prises en charge, mais que l'atteinte, en tout cas, d'une vision périphérique est plus grave que l'atteinte de la vision centrale, notamment par rapport aux informations sur les risques de perte d'équilibre. Le vieillissement en bonne santé, c'est aussi un défi individuel par rapport au lien social et l'importance en tout cas de créer et de maintenir un lien social. Donc soit en allant en atelier, en recevant les amis à la maison, en faisant le lien avec la famille. Ça, c'est vraiment en fonction de ce qui vous fait plaisir, mais c'est important en tout cas de garder du lien social pour garder le moral. L'Institut national américain a publié en fait 5 recommandations à l'échelle individuelle pour pouvoir maintenir un vieillissement en bonne santé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une intervention qui est en fait multidomaine. Il faut en priorité traiter les facteurs de risque, notamment vasculaires et métaboliques, éviter de fumer et boire de l'alcool, faire de l'exercice physique et donc vous retrouvez les recommandations de cette fameuse marche 30 minutes par jour, avoir une activité intellectuelle, cognitive et sociale et avoir une bonne nutrition.
ce vieillissement en bonne santé, on a eu des informations sur 5 zones bleues qui sont en fait les pôles de longévité que vous retrouvez dans le monde, pardon, où il y a 5 contrées où on retrouve les populations les plus âgées. Donc, il s'agit en Italie de la province du Nuoro, en Sardaigne, en Grèce de l'île d'Icaria, au Japon de l'île d'Okinawa, au Costa Rica, il y a la péninsule du Nicoya et aux États-Unis, il y a la ville de Loma Linda en Californie. Et ce qu'on a pu retenir, c'est qu'il y a des caractéristiques communes sur ces zones bleues pôles de longévité. Et notamment, ils ont tous une activité physique régulière, mais modérée. Ils ont une alimentation plutôt à base de végétaux, avec des liens sociaux et familiaux forts, un mode de vie peu stressant. Ils ont tous un sens ou un but dans la vie. Ils consomment modérément de l'alcool, ils ont de 2 verres par jour, et ils ont un engagement spirituel ou religieux important dans la communauté. Donc, on pourrait dire que c'est des clés, en tout cas, pour un vieillissement en bonne santé. À proprement dit, donc le programme ICOP, c'est un acronyme anglais qui veut dire soins intégrés de la personne âgée. Ce programme, c'est un programme de prévention qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé, dont l'objectif, c'est vieillir en bonne santé, qui se définit par le maintien des fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc, l'objectif, c'est donc de diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes en proposant un nouveau modèle, un modèle de prévention par rapport à un modèle curatif, c'est-à-dire un programme qui, aujourd'hui, la médecine prend en charge des pathologies. L'objectif de ce programme, c'est de pouvoir prendre en charge des fonctions à l'échelle de la prévention. Et donc, il va s'appuyer sur des outils digitaux où vous allez être le participant, l'acteur de sa propre santé. Donc, le patient est autonome sur sa santé. Donc, on va surveiller les capacités fonctionnelles de la personne et il y a 6 fonctions clés pour le bien vieillir qui font partie de ce qu'on appelle la capacité intrinsèque et ils sont composés de la nutrition, de la cognition, de la vision, de l'audition, de la locomotion et de la timie qui est le moral. Donc, ces fonctions, on va les prendre en charge de manière intégrée et globale, donc sur les fonctions physiques et mentales, mais on va également essayer de faire le lien avec les pathologies associées et prendre en compte l'environnement social de la personne. Donc, ce programme, il va à proximité des seniors et il se met en place en 4 étapes et fait intervenir l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans le parcours d'une personne âgée. Ce programme ICOP, il va avoir l'objectif d'identifier des populations à risque de perte d'autonomie pour prévenir la dépendance. Et donc, je vous ai dit, ils vont cibler 6 fonctions clés. Donc, c'est vraiment ces fonctions qu'il faut retenir essentielles pour le bien vieillir, qui sont donc la mobilité, la psychologie, la mémoire, la nutrition, la vision et l'audition. Et se rajoutent depuis l'année dernière 3 facteurs clés importants qui peuvent également influencer la santé de la personne âgée, la partie sociale, le fait que vous soyez aidant et également s'il y a des problématiques de continence urinaire. Ce programme, il s'articule en 4 étapes. Une première étape de dépistage, avec en une dizaine de minutes, on va faire un point sur ces fonctions et facteurs clés. Et si on identifie un éventuel déclin, une perte sur une de ces fonctions qui n'est pas encore connue, pas encore pris en charge, on va proposer une évaluation approfondie, une étape 2, qui sera soit ciblée sur une fonction unique lorsqu'il n'y en a qu'une seule d'atteinte ou 2, soit de manière plus globale lorsqu'il y a plus de 3 fonctions atteintes, touchées. Et l'idée, c'est du coup de pouvoir évaluer cette capacité intrinsèque de manière globale, de faire du lien avec les pathologies et identifier des facteurs de risque qui pourraient expliquer ces pertes de fonction et de pouvoir analyser l'environnement et les besoins sociaux de l'individu pour pouvoir construire une intervention, un plan de soins personnalisé qui sera construit avec le senior lui-même, le médecin généraliste et l'évaluateur. Donc, c'est vraiment un plan de soins intégré et développé et qui va maintenant, vraiment la nouveauté de ce programme, cibler les fonctions et plus uniquement juste les pathologies.
L'étape 4, ça va être la mise en place de ce plan de soins et son suivi, avec l'ambition en fait de pouvoir proposer ce programme dans le temps, de réévaluer selon les indications du plan de soins lorsqu'il y a eu un événement aigu et lorsqu'il y a un changement social. Et lorsque tout va bien, l'idée c'est de pouvoir refaire ce dépistage tous les 6 mois à 1 an, parce qu'on sait que dans le temps, il peut y avoir des changements et que plus on agit précocement, plus on sera efficace et réversible. Là, la tranche d'âge déterminante sur les trajectoires du vieillissement a été identifiée autour de 60-65 ans. Tout d'abord parce qu'on sait que l'âge, c'est le principal facteur de risque d'apparition des pathologies liées au vieillissement. Et si vous regardez les courbes de gauche, vous voyez qu'à partir de 60 ans, il y a une augmentation de toutes les pathologies liées à l'âge, hein, l'arthrose, l'insuffisance cardiaque, les cancers, les diabètes, l'insuffisance respiratoire. Tout cela, il y a une explosion en tout cas de toutes ces pathologies à partir de 60 ans. Et si vous regardez les courbes bleues et rouges, en fait, là, c'est les courbes de la fameuse cohorte Inspire dont je vous ai parlé tout au début en introduction. Donc, c'est une cohorte de personnes saines hein, qu'on suit depuis 2019. Donc, on va suivre sur 10 ans. C'est des personnes qui sont âgées de 20 ans à plus de 100 ans, pardon. Il y a 1000 participants. Et on voit qu'aux alentours de 60 ans, naturellement, eh ben, les fonctions du bien vieillir, de la capacité intrinsèque, ralentissent, en tout cas diminuent vers 60 ans. Donc, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à jouer au niveau de la prévention, que ce soit sur la partie fonctionnelle, mais également sur les pathologies liées à l'âge, pour pouvoir proposer une prévention primaire et secondaire efficace pour des diagnostics précoces. Ce programme ICOP, on le déploie en France depuis 2019 grâce à l'IHU Healthage et au Gérontopole de Toulouse, qui est centre collaborateur de l'OMS et avec le soutien de l'ARS Occitanie. Depuis 2022, il y a eu un déploiement au niveau national, d'abord à travers une expérimentation portée par le ministère de la Santé et de la Prévention sur 13 projets, dont 9 régions, dont l'Occitanie, et après, en dehors de cet article 51, de cette expérimentation nationale, il y a eu plus de 250 centres en France qui ont déployé le programme ICOP. Ce programme est aujourd'hui généralisé à toute la France depuis juillet 2025. Pour pouvoir mettre en place ce programme qui est nouveau, on a dû proposer une formation aux professionnels de santé. Et donc, si parmi vous, il y a des professionnels de santé qui sont connectés, il y a l'accès à une plateforme de e-learning pour pouvoir se former. Aujourd'hui, il y a plus de presque 9000 professionnels de santé qui sont formés au programme ICOP en France. Et vous voyez que majoritairement, c'est les infirmiers et kinés qui ont pris à cœur ce programme et qui participent au déploiement, mais il y a un panel de professionnels de santé qui participent. Il y a également une communication qui est dédiée plus pour les seniors et notamment si en complément de cette présentation vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site ICOP, www.icop.fr, où vous retrouverez l'ensemble des informations pour pouvoir bien réaliser le programme ICOP. Nous avons également, si vous faites partie de l'Occitanie, une page Facebook Ma Santé avec ICOP qui permet en fait de centraliser l'ensemble des actions, notamment de dépistage en lien avec ce programme sur la région. Nous avons également des flyers, des films et des vidéos tutoriels pour vous aider justement à faire ce programme en autonomie. J'anime tous les 3 mois des webinaires ICOP à destination des seniors justement autour des thématiques de la prévention et des programmes ICOP pour pouvoir justement améliorer en tout cas ce programme. S'il y a des professionnels de santé, on a également une page LinkedIn qui permet en fait voilà, de synthétiser plutôt le versant professionnel de santé et d'actualité autour de ce programme ICOP. De manière pratique, je vous propose maintenant de passer à la pratique si vous avez encore de l'énergie. Ce programme ICOP, donc je vous ai dit, se découle en plusieurs étapes. Et la première étape, là, vous avez
à l'écran l'ensemble de points pour lesquels en fait les personnes peuvent réaliser le dépistage, ce test de repérage. Donc les points bleus, c'est des professionnels de santé qui peuvent assurer l'entièreté du repérage, c'est-à-dire la passation et l'interprétation et la réalisation de l'étape 1. Les points jaunes, c'est les seniors actifs dans le numérique qui peuvent s'auto-évaluer, soit avec un proche aidant lorsqu'ils sont moins à l'aise avec le numérique, ou sinon des professionnels qui sont formés, mais qui ne sont pas des professionnels de santé, qui peuvent vous aider à réaliser le test, soit en autonomie, soit en hétéro-évaluation, donc avec aide lorsque la personne a été formée. Les points jaunes et les points verts peuvent réaliser la passation, mais pas l'interprétation, qui, elle, est strictement réservée aux professionnels de santé. Donc concrètement, pour pouvoir réaliser ce test, il y a des outils de repérage avec notamment une application qui s'appelle ICOP Monitor. L'idée, c'est que ce soit un outil qui est simple, rapide et utilisable par tous, donc professionnels de santé, professionnels formés et seniors en auto-évaluation. Et on va cibler les 6 fonctions de la capacité intrinsèque. Donc, pour la nutrition, on va regarder le poids, s'il y a une perte de poids, perte d'appétit. Pour la vision, on va rechercher une pathologie oculaire, des traitements antihypertenseurs ou antidiabétiques. Pour l'audition, on va regarder s'il y a eu une plainte de l'audition ou une difficulté à entendre la voix chuchotée. Pour la mémoire, on va rechercher une plainte, une orientation, un rappel des mots. Pour la dépression, on va rechercher une sensation de dépression, une perte d'intérêt. Et pour la mobilité, on va demander à effectuer un test de levée de chaise, c'est-à-dire se lever 5 fois d'une chaise le plus rapidement possible sans utiliser les bras. Donc, je vous ai dit, il y a l'outil ICOP Monitor. Donc, elle se présente sous 2 formes. Soit l'application sur le smartphone, qui peut être retrouvée gratuitement sur les stores Apple Store et Google Play, soit si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire via l'ordinateur avec la page web ICOP Monitor et vous retrouvez le lien www.icopmonitor.fr. Donc ces 2 outils, ils vont vous permettre de réaliser le test de repérage en auto-évaluation si vous le souhaitez. Vous verrez que lors de la première utilisation, vous allez devoir créer un compte, comme n'importe quel compte, et vous aurez une notice d'information qui va vous expliquer en quoi consiste le programme ICOP. Donc, c'est un programme de prévention qui est gratuit et sans engagement. On va collecter les données pour pouvoir justement vous prendre en charge, mais c'est des données qui seront sécurisées sur un serveur sécurisé. Donc, ça veut dire que rien n'est stocké sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Lorsque vous avez fait l'entièreté du test, c'est transmis de manière sécurisée et automatisée vers le dossier informatisé ICOP Monitor de l'IHU Health Age. Si vous êtes en Occitanie et que vous faites votre auto-évaluation pour la première fois et qu'il y a une anomalie, vous serez susceptible d'être rappelé par un membre de mon équipe, puisque moi je suis le médecin de la plateforme de télésuivi ICOP et je travaille avec 4 infirmières qui rappellent les seniors pour justement assurer l'interprétation des résultats pour savoir en fait s'il faut déclencher ou non une suite de prise en charge suite à votre test de repérage. Donc, pour pouvoir vous rappeler, il faut compléter l'identité, les données correctes. Donc, c'est des données classiques, nom, prénom, date de naissance, ville de naissance. Et il est important, s'il vous plaît, de renseigner votre numéro de téléphone à vous et pas celui de votre enfant si jamais il vous a aidé à réaliser le test, pour que lorsque les infirmières vous rappellent, on puisse vraiment avoir le senior qui est concerné au bout du fil pour pouvoir assurer l'interprétation des résultats. On vous demande aussi les coordonnées de votre médecin généraliste, puisqu'on se met en lien avec le médecin généraliste pour assurer la meilleure prise en charge. Vous avez aussi à compléter le numéro de sécurité sociale parce que du coup, ces tests peuvent être chargés dans votre espace numérique en santé pour pouvoir assurer la meilleure prise en charge de votre parcours de soins. Donc, je vous ai dit, une fois que vous aurez fait votre test de repérage, vous serez rappelé lorsqu'il est anormal. Si tout va bien, il n'y aura pas besoin d'être rappelé. Mais donc, une infirmière vous rappellera pour vérifier les résultats et plus ou moins vous proposer une évaluation plus approfondie, une étape 2,
à proximité. Donc, nous, on se situe sur Toulouse, mais si vous habitez à Perpignan et que vous faites une auto-évaluation à Perpignan, on ne vous fera pas venir à Toulouse. On a des professionnels de proximité qui sont formés à ICOP sur Perpignan qui pourront vous prendre en charge à proximité de votre lieu de vie. Donc, concrètement, vous faites votre test de repérage. Les résultats sont envoyés vers la plateforme de télésuivi du Gérontopole. Le test est normal. Vous allez avoir dans l'application des messages de prévention pour pouvoir essayer de maintenir cette bonne fonction. Et lorsqu'il y a une possible alerte, vous serez rappelé par une de nos infirmières pour pouvoir décider s'il faut orienter ou non vers une étape 2, une évaluation de soins, un parcours de soins. Sachez que lorsqu'il y a des situations qui nous inquiètent, on peut directement contacter le médecin généraliste dès ce test de repérage. Donc là, c'est un schéma plus imagé de ce que je viens de vous présenter sur le parcours d'un senior qui s'auto-évalue en Occitanie. Donc, vous faites le test, l'analyse tombe, donc on appelle ça la gestion d'alerte sur la plateforme de télésuivi. L'infirmière vous rappelle, identifie une évaluation approfondie, qu'elle est nécessaire. Vous êtes d'accord, on envoie une information à votre médecin généraliste pour savoir que vous allez être pris en charge et on renvoie vers l'animateur ICOP le plus proche de chez vous pour pouvoir proposer cette évaluation approfondie. Donc, l'évaluation approfondie, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre, en fait, d'analyser et de confirmer si la perte de fonction qui a été identifiée au repérage est pertinente ou pas et s'il y a une explication à ce risque. Donc, du coup, on va faire différents tests ou évaluations pour pouvoir comprendre, en fait, et analyser ces baisses de fonction pour pouvoir vous proposer la meilleure prise en charge, identifier éventuellement des pathologies qui expliqueraient ces pertes de fonction et avoir une image de l'environnement qui vous entoure. Derrière, donc, ça va pouvoir permettre de construire un plan de soins personnalisé. Et je vous ai dit, c'est des éléments qui vont être centrés sur vos fonctions, plus sur les pathologies. Donc, quand tout va bien, on va peut-être plutôt vous proposer des conseils, des recommandations, on va vous orienter vers des ateliers de nutrition, de mémoire, proposer de la marche, aller peut-être voir le spécialiste pour vérifier s'il ne faut pas faire un appareillage. Et lorsqu'il y a des situations plus complexes, on sera amené à vous réorienter vers le parcours de soins classique, vers notamment des consultations mémoire si c'est nécessaire. L'idée vraiment, c'est de se dire que ça va être une prise en charge globale des fonctions où vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes en auto-soin et lorsque c'est nécessaire, on pourra vous mettre en lien avec le milieu associatif, les soins sociaux lorsqu'il y a des fragilités sociales. Donc, en résumé, à la suite donc, de la construction du plan de soins, on vous propose un parcours ICOP, donc soit vers des ateliers, des adressages spécialisés, et surtout, le message clé, c'est l'idée de pouvoir s'auto-évaluer tous les 6 mois. Parce que vous avez vu sur mes courbes, la capacité fonctionnelle, même quand elle va bien, elle diminue avec l'âge. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réajuster le plus précocement possible le plan de soins pour ralentir ou être réversible sur cette perte de fonction. Pour pouvoir mettre en place le programme ICOP de manière le plus adaptée dans votre territoire, il faut aussi une politique de santé, une implication des collectivités pour d'abord vous proposer les meilleurs ateliers et activités pour pouvoir participer à la promotion de la santé et à l'offre de soins et aménager le territoire. Donc ça implique la mise en place de lois et de plans gouvernementaux. Et donc, le programme ICOP a été inscrit dans la loi du bien vieillir. Je vous propose maintenant de passer à la présentation de quelques chiffres pour vous dire qu'on n'est pas que dans la théorie, mais on est concrètement dans la mise en place de ce programme ICOP et notamment du déploiement en France. Avec notamment, donc là, c'est les chiffres qui datent du mois de décembre. Au niveau de la France, au niveau national, on a plus de 115 000 participants dans le programme ICOP et il y a presque 180 000 étapes de repérage qui ont été réalisées.
33% en auto-évaluation, avec voilà, plus de 18 000 professionnels de santé impliqués dans le programme ICOP et de recenser, en tout cas, on a presque 14 000 évaluations approfondies qui ont été faites. Si vous voyez à droite le focus sur l'Occitanie, vous voyez que finalement la majorité de ces chiffres concerne l'Occitanie, mais ça c'est normal puisque nous avons commencé tout au début dès 2019 et nous participons et nous aidons l'ensemble de la région avec le soutien de l'Occitanie pour pouvoir proposer au plus proche ce programme. Et donc là, vous voyez que il y a déjà 7000 professionnels rien qu'en Occitanie qui font le programme ICOP. En termes de moyenne d'âge de participants qui font partie du programme ICOP, elle est autour de 72 ans. Il faut savoir que cette moyenne d'âge, c'est une moyenne d'âge qui ne fait que rajeunir. En 2020, quand on avait commencé, on était autour de 89 ans. Mais ça s'explique parce que en fait, c'est la gériatrie qui a influé ce programme qui a débuté. Donc, on a commencé à aller vers le public qu'on connaissait le mieux, donc les plus âgés. Et aujourd'hui, avec les outils numériques, en tout cas, on propose on voit apparaître en tout cas des plus jeunes qui sont appliqués, donc qui s'auto-évaluent et progressivement on voit que cette moyenne d'âge réduit. Donc on voit aussi qu'il y a majoritairement des femmes, hein. 84% des étapes de repérage vont déclencher une alerte. Donc, c'est quelque chose quand même qui est pertinent. Et on voit que les fonctions les plus touchées, c'est la mémoire et l'audition à 43% chacune. Au niveau des perspectives, donc je vous ai dit, hein, le programme ICOP, il a été voté dans la loi du bien vieillir, bâtir la société du bien vieillir de l'autonomie en 2024. Et l'objectif, c'est de pouvoir inclure d'ici 2027 2 millions de personnes dans ce programme. Donc ça sous-entend qu'il va falloir qu'on élargisse les équipes opérationnelles autour du programme ICOP. Vous avez déjà peut-être été sollicité par les campagnes nationales de communication, notamment par la Caisse nationale de vieillissement et d'autonomie ou par la Sécurité sociale qui a proposé plusieurs invitations à s'auto-évaluer et qui vont continuer à le faire dans l'année. Il y a également des travaux de conférence nationale de l'autonomie qui ont été lancés cet été pour justement réfléchir sur les modalités du déploiement, comment on va pouvoir mettre en place en mieux ce programme ICOP dans le monde. Après le concret, je vous propose un petit focus sur des nouveautés dans la recherche, notamment autour de ce programme ICOP, et notamment donc on a pu démontrer jusqu'à présent la faisabilité de ce programme, hein. Vous voyez, on a déjà plus de 100 000 personnes seniors qui participent à ce programme. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir démontrer l'efficacité du programme. Autant sur le terrain, on est convaincu et on a l'impression en tout cas que ça marche, autant il nous manque une étude scientifique qui va démontrer l'efficacité du programme ICOP. Et donc, c'est l'objectif de l'étude ICOP Trial, qui a l'objectif de pouvoir démontrer que la prévention du déclin fonctionnel lié à l'âge est réussie à travers un essai qui est randomisé. Donc, les 3 premières années, on va séparer 1000 participants en 2 groupes, donc 500 qui bénéficient du programme ICOP et 500 qui bénéficient de la prise en charge habituelle. Et l'idée, c'est de pouvoir de les comparer pour pouvoir évaluer l'effet et le coût du programme ICOP en France dans cet essai contrôlé. Donc, c'est une étude qui est nationale, qui a été lancée l'année dernière en octobre 2025. Octobre 2024 et qui continue à faire du recrutement. Donc, si vous êtes intéressé par la recherche et que vous êtes à proximité d'un des centres, donc il y a le CHU de Toulouse, le CHU d'Angers, le CHU de Limoges, le CH de Castres, de Perpignan et de Tarbes. Si vous auto-évaluez, vous avez la possibilité que les infirmières vous proposent, si vous êtes intéressé par la recherche, dans un deuxième temps, de participer à cette étude ICOP Trial. Donc, les recrutements sont encore en cours. Aujourd'hui, on a déjà 700 participants. Il nous en faut 1000 qu'on va suivre du coup sur 6 ans.
Donc, les 3 premières années, je vous ai dit, hein, il y a une étude comparative en 2 groupes, 500 dans un groupe contrôle, 500 dans le groupe intervention. Et à la suite des 3 ans, on va faire 3 ans de suivi où l'entièreté des participants de l'étude, donc les 1000 participants, bénéficient du programme ECOP. On profite de cette étude pour également réaliser une prise de sang. C'est une prise de sang qui va nous aider à identifier des nouveaux biomarqueurs du vieillissement. Donc, tous les ans, on prélèvera les participants pour essayer de découvrir des nouveaux biomarqueurs. Donc, l'objectif, c'est, vous l'avez compris, d'évaluer l'efficacité et le coût de ce programme ECOP en France dans la prévention du déclin fonctionnel lié à l'âge. Donc, en résumé, si vous êtes âgé de 65 ans et plus, que vous êtes indépendante et vous vivez à la maison, vous êtes intéressé par la recherche, vous pouvez faire votre autotest et si il y a 2 fonctions altérées, on sera peut-être amené à vous proposer de participer à cette recherche, qui est bien sûr basée sur la base du volontariat. Ceci est ma dernière slide et ça va permettre en fait de conclure cette présentation. L'objectif du programme ICOP, c'est de prévenir la dépendance. Donc là, vous avez l'image de l'escalier, c'est une image du professeur Vélas, où l'idée c'est que lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est robuste, on est en haut de l'escalier. Et l'objectif du programme ICOP, ça va être de ralentir la chute dans la dépendance et en proposant en fait un dépistage précoce dès la descente d'une marche, de pouvoir l'identifier précocement et essayer d'être réversible, pouvoir remonter cette marche et éviter en fait la chute vers la dépendance ou lorsqu'on sait qu'on entre dans la dépendance, malheureusement, on est sur un phénomène qui est irréversible et donc on ne peut plus agir, enfin, on peut moins bien agir. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous garder le plus longtemps possible en bonne santé en faisant les recommandations et interventions dans le programme ICOP, en faisant le fameux test de repérage tous les 6 mois pour pouvoir identifier précocement une perte de fonction et d'essayer de la corriger pour remonter parce qu'on sait que beaucoup d'éléments sont réversibles. Et pour conclure, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir convaincu que le programme ICOP est là pour vous aider à bien vieillir et je vous souhaite, comme la journaliste Laure Adler, de vieillir en bonne santé et de faire comme elle des choses qui vous plaisent et notamment pour ses 73 ans, elle avait décidé de faire un saut en parachute et elle avait dit que vieillir, c'était un saut vers la liberté. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous. C'était très intéressant. On a des questions qui sont arrivées tout au long de la conférence. La dernière image et finalement ce dernier témoignage, je trouve, est plein d'espoir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tout à l'heure, plus de 240 personnes ont répondu au questionnaire. Donc, on va le refaire ensemble. Je vais passer un petit peu plus vite sur les questions, hein, puisque vous les connaissez déjà. Et cela permettra de voir l'évolution de vos réponses. Bon, sans tricher et sans dévoiler la suite, je peux dire que quand même, parmi les répondants, on avait énormément de très, très, très bonnes réponses. Donc, on a déjà un public aguerri. Alors, vous avez un nouveau QR code qui s'affiche. Ce n'est pas le même que tout à l'heure, donc on vous invite vraiment à le fâcher et on va reprendre l'ensemble des questions. Donc la première, qu'est-ce que le vieillissement? Une somme de maladies, une fatalité, un processus naturel qui fait partie de la vie, un phénomène que l'on peut totalement empêcher. La deuxième, selon vous, quelle est l'espérance de vie en moyenne après 60 ans? 10 ans, 15 ans, 25 ans, 40 ans. Troisième question, quels sont les aliments les plus bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé? Plutôt des plats industriels, tout fabriqués? Des fruits, des légumes, des poissons gras? De la viande rouge tous les jours?
et des produits très sucrés. Quatrième question. Parmi ces activités, laquelle est recommandée chaque jour pour bien vieillir? Alors, est-ce qu'il s'agit de dormir plus de 10 heures, de faire du sport de manière intensive, de marcher au moins 30 minutes ou de ne pas bouger pour éviter les chutes? Cinquième question. Quelles sont les fonctions essentielles évaluées par le programme ICOP? Là, plusieurs réponses sont possibles, donc vous pouvez vraiment cocher plusieurs réponses. Donc la première, c'est la mobilité, la mémoire, la résistance à la vie de râler, la nutrition, la vision, l'audition, le bien-être psychologique et l'humour. Dernière question. Alors là, je pense que tout le monde va avoir raison. À quoi sert l'application ICOP Monitor? Donc, est-ce qu'il s'agit de mesurer votre indice de masse corporelle, d'évaluer et suivre vos fonctions, de surveiller la prise de vos médicaments ou de suivre votre activité physique? Voilà, donc on vous laisse le temps de répondre. Toutes les questions sont sur le même questionnaire en ligne et vous pouvez répondre à la suite les unes après les autres. Voilà, donc je vous laisse le temps de répondre. De manière à ce qu'il n'y ait pas de participants ou de participantes qui nous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre, puisque c'est souvent un petit peu la critique que l'on nous fait, donc on vous laisse le temps de répondre. N'oubliez pas de flasher le QR code et ainsi on pourra comparer, apporter les réponses et comparer vos résultats avec le docteur Catherine Takeda. Voilà, vous êtes maintenant quasiment 170 à avoir répondu. Donc, je pense que nous avons un panel suffisant de réponses pour pouvoir faire cette comparaison. Donc, je vais laisser la parole au docteur Takeda qui va donc vous apporter les réponses. Et je vais lui laisser la parole. Peut-être que pour la première question, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur une stabilité. 96% des personnes avaient la bonne réponse au démarrage de la conférence et on est à 100% de bonnes réponses. Ah, alors, vous avez juste... Oui, je viens de voir ma mauvaise manipulation. Et effectivement, du coup, vous avez 100% la bonne réponse, donc je suppose que j'ai été assez claire dans la présentation. Donc, le vieillissement est effectivement un processus naturel qui fait partie de la vie et n'est pas une fatalité, n'est pas la somme de toutes les maladies et c'est pas un phénomène qu'on peut totalement empêcher. Même si on peut être réversible sur certains éléments, c'est une partie qui est réversible et naturelle avec le temps. Donc, bravo à tous pour votre réponse. La seconde question, c'est le nombre d'années de vie passées en moyenne après 60 ans. Eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vraiment des très bonnes réponses au démarrage. On était à 77% de bonnes réponses. Mais là, maintenant, on est à 82% de bonnes réponses. Donc, voilà, les personnes ont quand même mieux répondu à l'issue de la conférence. Effectivement. Merci en tout cas pour toute votre vigilance. Ce qu'on retient, c'est qu'en fait, oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est passer 60 ans, on va passer 30% de notre vie maintenant, donc c'est environ 25 ans, donc c'est tout à fait juste. Donc il faut vraiment voir ça comme une opportunité et on sera de plus en plus concerné en tout cas par ce vieillissement en bonne santé. La troisième question, c'était donc une question sur l'alimentation et on vous demandait quels étaient les aliments les plus bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé.
Eh bien là, on ne pouvait pas faire mieux la deuxième fois que la première fois, puisqu'on avait 100% de bonnes réponses la première fois et on a toujours 100% de bonnes réponses la deuxième fois. Parfait. Donc, on a un public qui est aguerri et vigilant. Donc, effectivement, c'est bien les fruits et légumes et poissons gras qui sont les aliments les plus bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé. Le petit piège, c'est qu'en fait, il faut de la viande tous les jours, mais pas forcément de la viande rouge. C'est parfait, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Et bien évidemment, il faut, dans la mesure du possible, privilégier du frais, surgelé ou conserve et éviter les plats industriels qui sont parfois trop salés. De la même manière, éviter en tout cas trop de consommation de produits très sucrés qui peuvent être néfastes pour la santé. On passe à la quatrième Hop, question. voilà. Non, on a Là, sauté. ça y est. Alors, la quatrième question, c'était justement parmi ces activités, quelle était celle recommandée pour vieillir en bonne santé chaque jour? Alors là, il y a une légère évolution, mais très subtile. Nous étions à 99% de bonnes réponses au démarrage. Nous sommes désormais à 100% de bonnes réponses. Donc, on a déjà un public qui vieillit en très bonne santé, puisque du coup, vous savez déjà que c'est ce que je vous ai dit tout au long de la conférence et cette chiffre clé qu'il faut avoir en tête. Chaque jour, il faut bouger, au minimum marcher 30 minutes par jour. Donc, c'est très bien si vous l'avez déjà cette notion. Elle est importante et elle est essentielle pour le bien vieillir, puisque cette activité physique est bonne pour le cardiovasculaire, est bonne pour le sommeil, est bonne pour la musculature, est bonne pour le cerveau, est bonne pour le moral. Donc vraiment, c'est quelque chose, cette activité, cette marche, elle est bénéfique à tout point de vue et importante pour le bien vieillir. Et l'avant-dernière question, c'était donc les fonctions essentielles évaluées par le programme ICOP. Et donc là, on retrouve les 6 fonctions de la capacité intrinsèque, hein, à savoir la mobilité, la mémoire, la nutrition, la vision, l'audition et le bien-être psychologique. Alors là, on avait des bonnes réponses la première fois, on a toujours des bonnes réponses la deuxième fois, donc personne n'est tombé dans le piège. Par contre, ce qui est à noter, c'est que sur le premier temps de réponse, on avait une nette prépondérance de la mémoire et de la mobilité. Et puis après venait le bien-être psychologique, la nutrition, puis l'audition, puis la vision. Là, ce qui est notable, c'est que la première réponse qui arrive, c'est l'audition. Donc, je pense que le petit passage sur l'audition a dû sensibiliser plus de personnes. Par contre, ce qui était notable aussi cette fois-ci, c'est que toutes les réponses sont à peu près au même niveau. On voit bien qu'on a bien repéré les 6 fonctions. C'est très bien. C'est vraiment cette innovation dans le programme. C'est une prise en charge globale et intégrée de ces 6 fonctions. Donc, c'est très bien que vous ayez retenu que l'audition était importante, mais il ne faut pas oublier les autres fonctions parce que finalement, elles fonctionnent toutes ensemble. Si on n'entend pas moins bien, en tout cas, on risque de s'isoler, de moins sortir. Donc, du coup, d'avoir peut-être un risque de dépression, une baisse de mobilité, peut-être moins bien perte d'appétit, mauvais moral, vous voyez, donc ça a tout un effet un peu ricochet. Donc c'est l'importance en tout cas de prendre ces 6 fonctions dans leur globalité, de prendre en soin ces 6 fonctions. Et donc, je pense qu'au vu des réponses sur la question 5, on a dû avoir des bonnes réponses sur la dernière, puisque donc, vous l'avez bien compris, l'application ICOP, l'objectif, en tout cas, c'est d'évaluer et de suivre ces fonctions dans le temps, avec vraiment l'importance de ne pas le faire qu'une fois, mais de pouvoir justement réajuster le soin tous les 6 mois. Voilà, donc là, on avait des personnes vraiment qui connaissaient certainement ou qui avaient entendu parler de l'application ICOP au démarrage, donc avec 86% de bonnes réponses, mais nous avions quand même 11% des personnes qui pensaient que ça permettait de suivre de l'activité physique. Donc ça, c'était au démarrage de la conférence. À la fin de la conférence, on a quasiment 100% de bonnes réponses. Il reste vraiment un tout petit pourcentage, 2% de personnes qui ont maintenu suivre d'activité physique. Donc voilà, bravo pour l'apport de cette conférence sur la connaissance finalement de l'application ICOP. Après, l'activité physique fait partie des fonctions, donc c'est pas tout à fait faux, en tout cas pour les 2% qui ont persisté. Il faut dire que il n'y a pas que l'activité physique qu'on suit. Tout à fait. Alors,
avant de passer aux échanges et de prendre en compte les questions que vous avez pu poser pendant la conférence, donc il est toujours temps pour vous d'aller dans la base questions-réponses pour pouvoir poser vos questions, pour qu'on puisse effectivement les prendre en compte. N'hésitez pas vraiment à aller dans cette petit outil que vous voyez en haut à droite de votre écran et qui s'appelle QR avec un point d'interrogation. Il y a même un petit point rouge qui s'affiche lorsque quelqu'un pose une question et ça vous permet vraiment pour vous de poser vos questions qu'on pourra relayer au docteur Takeda. Par contre, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un QR code qui va vous permettre de nous aider à nous améliorer, à mieux répondre à vos besoins par le biais d'un questionnaire d'évaluation qui, chaque fois que nous faisons une conférence, nous permet de prendre en compte vos remarques et de nous aiguiller aussi dans le choix des conférences que l'on pourra proposer à l'avenir. Donc voilà, nous vous remercions chaleureusement de prendre quelques instants tout en écoutant les réponses aux questions, pour flasher ce QR code et répondre au questionnaire. Donc, on va passer aux questions que l'on a pu avoir donc ce matin et repérer ce matin. Donc, on avait des questions sur les CPTS. Voilà, donc des personnes qui ont entendu parler des CPTS, qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Est-ce que, Catherine, vous pourriez apporter un élément de réponse en sachant que j'ai publié dans la base de questions-réponses un lien web qui déjà présente les CPTS, mais peut-être un petit peu rappeler en quoi elles peuvent être utiles dans le cadre du dépistage ICOP. Ok, alors les CPTS, en fait, c'est un acronyme, ça veut dire Communauté professionnelle territoriale de santé. En fait, c'est l'idée d'un réseau de médecins et de soignants qui ont décidé de leur propre initiative de se réunir pour améliorer les soins et structurer des parcours de soins sur leur territoire. Donc, le programme ICOP, il est arrivé en fait en même temps que la création de ces CPTS et lors de l'expérimentation nationale article 51, le gouvernement a fait le choix de cibler en tout cas ces structures de soins coordonnés pour pouvoir faciliter le déploiement. Donc, on a testé en tout cas le programme dans ces structures, mais pas que. Voilà, ça fait partie des possibilités et comme vous avez compris que on travaille en réseau puisqu'on travaille sur différentes fonctions, la coordination en tout cas au sein de ces CPTS était intéressante, mais après de manière plus large, ces CPTS ont l'objectif en tout cas de prendre en soin les patients de leur territoire. En fait, c'est ça en résumé en tout cas l'objectif de ces CPTS. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question. Merci beaucoup. Ensuite, on a une question sur l'alimentation. L'alimentation à base de végétaux ne va-t-elle pas à l'encontre des préconisations précédentes, poisson, viande 2 fois par jour, laitage 3-4 fois par jour? Et effectivement, c'est une des particularités, donc c'est les pôles de longévité, ces zones bleues où ils mangent plus de végétaux que de parties animales. Après, par rapport à tout ce qui est au niveau des études et des recommandations nationales, on reste quand même sur l'importance de ces apports en protéines et en produits laitiers. D'une, pour les protéines, ça permet de lutter, je vous ai dit, sur ce phénomène de sarcopénie, cette fonte musculaire. C'est important et c'est même nécessaire de consommer des protéines. Alors, quand vous êtes végétarien, il y a des stratégies pour compenser le manque d'apport en protéines animales, mais on sait que, en tout cas, la protéine animale est mieux absorbée et elle permet donc du coup une meilleure réversion contre la fonte animale, la fonte musculaire. L'autre point, c'est par rapport à l'apport de produits laitiers. C'est le même schéma, mais par rapport à la lutte contre l'ostéoporose, avec l'objectif, en tout cas, de consommer 1-2 produits laitiers par jour pour pouvoir avoir des os denses et prévenir l'ostéoporose. Donc, effectivement, il y a un petit paradoxe par rapport au pôle de longévité, mais c'est en tout cas, c'est ce que la recherche dit, c'est que les préconisations nationales, c'est quand même d'avoir les 5 fruits et légumes, ces 2 parts de protéines, de produits animaliers,
viande, poisson ou œufs, et les produits laitiers 2 à 4 par jour. Alors, toujours sur l'aspect nutrition, on a une question. Pour faire le plein de vitamines nécessaires, doit-on prendre des compléments alimentaires? Non, si vous avez une alimentation variée et si vous suivez en tout cas les préconisations avec les 5 fruits et légumes, normalement vous avez tous ces apports nécessaires en complément, mais l'important en tout cas c'est de varier. De ne pas avoir une alimentation monotone sur un seul aliment. Et après, bon, par exemple, pour la vitamine D, c'est important, même dans le sud, de vérifier par contre que vous ayez assez de soleil, vous sortez assez, et souvent, vous allez avoir un dosage de la vitamine D et vous allez voir que vous êtes sous-dosé, et là, il faut supplémenter. Mais de manière générale, en tout cas, les compléments nutritionnels, c'est pas quelque chose qui est préconisé à tout venant. Alors après, on a des questions par rapport à la prise en charge après le bilan ICOP. Donc, une personne qui dit que après avoir fait le bilan ICOP, ça ne suit pas forcément. On a une autre personne qui dit comment ça se passe si on n'a pas de médecin traitant, vers qui on est renvoyé. Voilà, il y a quelques questions autour de ce sujet-là. Alors, la première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que donc c'est quelque chose qui est nouveau, c'est unique de pouvoir proposer en tout cas de la prévention de manière générale en France pour les seniors. Hein, c'est un concept qui est nouveau. Et du coup, on est en train de construire en tout cas les équipes opérationnelles du programme ICOP. Donc, c'est possible que sur votre territoire, il n'y ait pas forcément de professionnels formés au programme ICOP. Ça reste des problématiques que le médecin généraliste sait gérer. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un médecin généraliste. Hein, le programme ne le remplace pas, donc ça, c'est une clé. Mais ce qu'il faut savoir en tête, c'est que si jamais vous faites un repérage, mais qu'on n'a pas de professionnel pour pouvoir faire l'évaluation approfondie, on vous réoriente directement vers le médecin généraliste qui sait prendre en charge une dépression ou qui sera réorienté vers la bonne personne, et ça pour l'ensemble des 6 fonctions qu'on fait. La première étape, c'est vraiment une étape de repérage, il n'y a pas de diagnostic derrière. Hein, c'est la nécessité derrière, c'est on a identifié un potentiel risque sur une baisse de fonction. Il faut qu'on s'assure si cette baisse est là ou pas. Donc déjà, le médecin généraliste peut déjà faire une partie de ce diagnostic-là. Et derrière, donc si vous n'avez pas d'équipe ICOP pour pouvoir prendre en charge, c'est au médecin généraliste et avec vous-même de vous réadresser vers les spécialistes directement. Merci. Je vais vous poser une question qui n'a pas été posée dans le fil de discussion, mais que les participants des ateliers MDP posent souvent. Que se passe-t-il si je n'ai pas d'alerte? En fait, si tout va bien. Si tout va bien, en fait, c'est que déjà, vous avez les bonnes clés pour le vieillissement en bonne santé. Alors, vous pouvez, par curiosité, consulter sur l'application. Il y a des recommandations générales pour chacun des domaines, pour comment on entretient cette bonne santé. Donc, des conseils pour stimuler sa mémoire, par exemple, ou pour bien manger, en tout cas des rappels. Et l'idée, c'est, je vous ai dit, hein, de pouvoir refaire ce test tous les 6 mois. Alors, ça peut être un peu rébarbatif pour des gens qui sont en très bonne santé, puisque à chaque fois, les résultats seront bons, mais c'est justement l'objectif, c'est de pouvoir vous maintenir dans cette bonne santé. Donc, ça peut être aussi rassurant de se dire, tout va bien. Donc, vraiment, si vous allez en très, très bonne forme, vous pouvez se passer à tous les ans. Mais en tout cas, l'application, la base de données vous invite à vous auto-évaluer tous les 6 mois. On a une question sur l'âge pour faire ce dépistage. Est-ce que le programme ICOP est réservé aux personnes de plus de 65 ans? Alors, non. Le 65 ans, c'était pour l'étude de ICOP Trial qui est en place. Là, c'était sur les perspectives de recherche dont je vous avais proposé. Aujourd'hui, l'ARS Occitanie nous finance dès 50 ans pour pouvoir faire des tests de repérage en Occitanie. Mais on est la seule région à le faire. De manière généralisée, en France, c'est à partir de 60 ans. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez le faire plus tôt, mais en tout cas, vous ne serez pas rappelé si vous n'êtes pas dans la cible. Par exemple, quelqu'un de 45 ans qui veut tester le programme ICOP en Occitanie,
eh ben, peut le faire, hein. L'application, elle est gratuite, il y a les résultats, mais par contre, la partie du parcours derrière, elle est réservée aux 60 ans et plus dans l'entièreté de la France, et pour l'Occitanie, la spécificité, c'est dès 50 ans. Donc, nous avons de la chance. Exactement. On a une question autour de l'application Aura. Est-ce qu'elle est totalement anonyme et sécurisée? Je crois que j'ai vu passer une question pour savoir si elle était gratuite. Et par rapport à cette sécurité des données, il y a eu des questions sur la notion de sécurité des données dans l'application ICOP. Alors, la Fondation pour l'audition, elle a créé cette application qui est donc effectivement gratuite. Elle découle en fait des tests qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est le test d'autodépistage de l'audition qui est traduit en français, en fait, mais c'est le test de l'OMS. C'est des données qui sont totalement sécurisées et qui vous sont propres. Donc, c'est vous qui téléchargez les résultats. Et ça reste au niveau fermé. Par exemple, si vous faites une auto-évaluation ICOP Monitor, à la fin de l'application, puisqu'on ne peut pas vous chuchoter les mots dans les oreilles, on vous invite à aller faire vous-même votre autodépistage via l'application Aura. Mais nous, on ne reçoit pas ces résultats-là. C'est quand l'infirmière vous appellera, ça sera à vous de faire le lien. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'interopérabilité. On ne récolte pas de données entre ICOP Monitor et l'application Aura. C'est vous, en tant que senior, qui êtes responsable de vos données. Et les deux applications, que ce soit l'application Aura ou l'application ICOP Monitor, on a tout le cahier des charges réglementaires pour la CNIL et les données RGPD qui font que tout est sécurisé au niveau des données. Merci. On a des questions aussi sur finalement une sorte de hotline des personnes qui n'arrivent plus à se connecter alors que il leur semble que leur identifiant est correct. Je crois qu'on avait aussi une personne qui a changé de territoire et qui demande comment elle peut gérer ce changement, ce déménagement. Est-ce qu'il y a un système d'aide? Alors, il y a effectivement, là, je parle pour l'application ICOP Monitor, hein. Moi, je ne gère pas la partie Aura, voilà. donc ça, je ne peux pas vous renseigner. Je vous invite, voilà, s'il y a des questions en tout cas concernant Aura, il faut vous rapprocher de la Fondation pour l'audition. Non, c'était vraiment sur ICOP. Alors, pour ICOP Monitor, donc, il y a effectivement une ligne Internet. On vous transmettra exactement le mail. Je crois que c'est icop@chu.toulouse, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, on a une boîte mail qui répond exprès pour une sorte de une boîte hotmail ICOP à toutes les problématiques. On a également sur le site icop.fr toute une partie de tutoriel. Justement, j'ai oublié mon mot de passe, je n'arrive pas à me connecter, ou comment faire la première passation. Donc, vous avez des vidéos pas à pas. On a un panel en fait de participants à ICOP qui, justement, des seniors qui nous font remonter toutes ces difficultés-là, et on essaye, c'est un travail au quotidien, hein. On est dans l'innovation, on essaye de réajuster pour que ce soit le plus adapté et le plus propre, mais il y a effectivement un hotline mail qui vous est dédié, qui répond dans la mesure du possible à vos problématiques techniques. Après, pour répondre à la personne qui a changé de territoire, ça dépend si c'est un changement hors région ou pas. Le plus simple, c'est justement dans la région, ça change rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous êtes en auto-évaluation et que tout va bien, vous tombez sur la charge de la plateforme de télésuivi du Gérontopole. Mais par contre, lorsque vous rentrez dans le programme par un professionnel de santé, on prend l'exemple de Perpignan. Nous, le Gérontopole, on n'a pas de visu. C'est le professionnel référent, c'est votre professionnel sur Perpignan. Donc, c'est à vous après de faire le lien avec. Et nous, on accompagne tous les professionnels de santé sur ICOP Monitor. Donc, si jamais ils sont dans la possibilité de vous suivre, ils doivent revenir vers nous. Et nous, on prend la main de ce côté-là. Si vous avez changé de région, par contre, alors ça, comme c'est la généralisation, elle a commencé au mois de juillet. Il y a certaines régions qui n'ont pas du tout ICOP, ou certains départements où il n'y a aucun professionnel qui connaît ou n'est formé. Donc, je vous invite à justement envoyer un mail à la boîte hotline pour pouvoir voir si voilà, vous faites partie d'un territoire là où vous déménagez, où il y a des professionnels qui font ICOP, ou sinon,
Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que donc dans les régions où il n'y a personne qui a été formé à ICOP, ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport aux médecins généralistes, vous pouvez vous faire l'autotest et venir avec vos résultats auprès de votre médecin généraliste qui peut vous prendre en soin par la suite, puisque c'est des problématiques qui relèvent de la médecine générale. Merci. Donc, on a des questions sur l'activité physique aussi. Donc, puisque tout le monde a bien compris que 30 minutes d'activité physique, c'était important, on a parlé de marche. Mais finalement, est-ce que le rameur peut remplacer la marche? Est-ce Tout que à le fait. vélo d'appartement peut remplacer la marche? Voilà les questions qui sont posées. Oui, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est le bouger. Il faut bouger. Après, faites le sport qui vous plaît. L'idée, c'est d'avoir un petit peu d'endurance, de renforcement, de souplesse dans les différentes activités. Mais la chose qui est le plus facile à faire et le plus accessible, c'est cette marche. Donc, c'est pour ça que de manière très imagée, on parle de la marche. Mais bien sûr, si vous préférez le rameur et que vous êtes plus à l'aise avec le rameur, faites le rameur. Et on parle d'un minimum de 30 minutes, mais si vous êtes en capacité de faire 1 heure, bah, c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment à voir dans la mesure du possible. Si vous arrivez à faire ces 30 minutes de marche, c'est vraiment le minimum dans la journée. Et comme nous avons un petit peu dépassé le temps, on va peut-être prendre une dernière remarque en fait, hein, parce que je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais une personne nous parle de l'apnée du sommeil. Donc la personne dit qu'elle a été prise en charge par rapport à ce problème de santé et que ça lui a changé la vie. Est-ce que par le biais de ICOP, on peut être amené finalement à être détecté sur ce type de pathologie ou de prise en charge? Alors, tout à fait pas par le test de repérage, mais souvent, en fait, quand on a une apnée du sommeil, on peut avoir des impacts sur une plainte de la mémoire. Donc, dans l'évaluation approfondie, ça fait partie, on pose des questions sur le sommeil qui permettent justement de cibler, que ce soit sur le domaine de la mémoire ou du moral. On va sur le sommeil pour voir, parce que c'est effectivement quelque chose qui est souvent sous-diagnostiqué, qui sauve des vies quand on le dépiste tôt et qu'on le prend en charge. Donc, oui, ça fait partie des éléments qu'on surveille. Et c'est justement un bel exemple de l'explication de l'évaluation approfondie où on va regarder vos fonctions, mais on va essayer de faire de liens avec d'éventuelles pathologies. Alors, j'avais dit que c'était la dernière remarque aux questions, mais j'en ai une qui me plaît beaucoup. Une personne qui dit, et le ménage, est-ce que ça peut compter aussi dans les 30 Oui, minutes d'activité? tout à fait. Tout à fait. Alors, Voilà. du coup, ça doit être très, très propre chez vous si vous faites 30 minutes d'activité. Alors, il faut frotter les vitres et frotter le balai fort, quoi. Mais oui, tout à fait. Voilà, ben, écoutez, je pense qu'au niveau des questions, on a à peu près balayé tous les sujets qui ont été remontés. Si nous en avons oublié, je m'excuse par avance auprès de personnes pour lesquelles on n'aurait pas repéré les questions. Vous avez été nombreuses et nombreux à en poser, donc voilà, on essaie de faire le tri. Nous remercions chaleureusement Catherine Takeda d'avoir passé ce moment à nos côtés, d'avoir proposé cette conférence vraiment très intéressante. Et nous vous invitons, et c'est l'écran que vous pouvez voir actuellement, à télécharger l'application ICOP Monitor pour pouvoir réaliser en auto-évaluation et tranquillement chez vous ce premier test de dépistage dans un endroit calme. Par contre, soyez vraiment au calme parce que vous aurez un petit test d'audition, donc ça c'est important. Voilà, c'est un test qui ne dure pas très longtemps. Et si jamais vous étiez en difficulté pour faire ce test en auto-évaluation, n'hésitez pas, comme l'a dit le docteur Takeda, à vous rapprocher des professionnels de santé proches de chez vous, notamment ceux qui sont rattachés à une CPTS, mais pas uniquement. Voilà, merci beaucoup Catherine Takeda d'avoir animé cette conférence. Merci à tous les participants et à toutes les participantes de cette matinée. Vous avez été très nombreux, vous avez été très mobilisés par les questionnaires et nous allons avoir à cœur aussi à regarder l'évaluation de cette conférence. Bonne journée à vous. Vous pourrez retrouver cette conférence en replay sur YouTube et au travers du site de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc, toutes les personnes qui nous ont demandé tout au long de la conférence et s'il y aurait la possibilité de revoir la conférence, oui, cela sera possible. Pas dans l'heure qui suit, mais dans les jours qui arrivent. Merci et bonne journée à vous.
Thank you.